À l'invitation du président Denis Sassou Nguesso, Faustin Archange Touadéra, président de la République centrafricaine, à la tête d'une délégation de haut niveau, a effectué une visite de travail le mercredi 22 avril 2020 à Brazzaville. Dès sa descente d'avion, le président Faustin Archange Touadéra s'est plié aux mesures de lutte contre la pandémie de coronavirus Covid-19, notamment la prise de température et l'application du gel hydroalcoolique avant d'être accueilli par le Premier ministre, chef du gouvernement, Clément Mwamba. Après l'aéroport international Maya Maya de Brazzaville, le président centrafricain a été reçu en fin d'après-midi par le chef de l'État congolais, Denis Sassou Nguesso. C'est dans une atmosphère fraternelle que Faustin Archange Touadéra et Denis Sassou Nguesso ont eu des entretiens fructueux au cours desquels ils ont procédé à un large échange marqué par la convergence de vues sur les relations bilatérales ainsi que sur les questions africaines et internationales d'intérêt commun, particulièrement la question de la pandémie de Covid-19 qui sévit à l'échelle mondiale. À cette occasion, les deux chefs d'État ont réaffirmé leur ferme détermination à consolider les relations profondes d'amitié, de fraternité et de coopération entre la République centrafricaine et la République du Congo. Le président centrafricain Faustin Archange Touadéra a salué le rôle joué par le président Denis Sassou Nguesso dans le règlement des conflits au sein de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, ainsi qu'à la tête de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs et du comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye. Pour sa part, le président Denis Sassou Nguesso a loué les efforts du président Faustin Archange Touadéra dans la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation en RCA. Le président Denis Sassou Nguesso a renouvelé son appel aux signataires de l'accord pour sa mise en œuvre pleine et effective. S'agissant de la pandémie de Covid-19, les deux chefs d'État ont souligné l'extrême gravité de cette maladie dont les conséquences demeurent sans précédent à l'échelle mondiale, au plan social, économique et financier. Faustin Archange Touadéra et Denis Sassou Nguesso ont appelé au renforcement de la solidarité internationale en vue d'une réponse collective et effective à la pandémie de Covid-19. Ils ont à cet effet salué les premières mesures des partenaires bilatéraux, multilatéraux et privés en faveur du continent africain. Ils ont appelé à une grande mobilisation internationale. Poursuivant leurs échanges, les deux chefs d'État ont également salué la mobilisation de l'Union africaine et des organisations régionales d'Afrique centrale dans la recherche des solutions en vue d'atténuer l'impact induit par le Covid-19 sur les populations du continent et de la sous-région. Les deux chefs d'État ont appelé au renforcement des actions de riposte au Covid-19 en Afrique centrale. Le président Denis Sassou Nguesso, qui fut médiateur dans la crise centrafricaine, mérite une fois de plus d'être consulté, a déclaré en substance le président Faustin Archange Touadéra. Le président Sassou Nguesso était le médiateur dans la crise centrafricaine. Au moment où la République centrafricaine cherche à sortir définitivement de cette situation, il est de notre devoir de toujours l'informer sur la situation et de prendre son avis et ses conseils en ce qui concerne le déroulement des accords de paix que nous sommes en train de mettre en œuvre. Et donc c'est dans ce sens-là que nous sommes là et nous avons échangé et n'oublions pas que nous avons la République centrafricaine et le Congo ont de très bons rapports grâce vraiment au président qui a mené toujours des actions et nous aussi. Et donc c'est dans le cadre de ce renforcement des accords de coopération, de la coopération entre nos deux pays que nous sommes là et surtout que en ce moment nous vivons une période difficile, période de Covid-19 et aussi c'est de partager les stratégies de lutte contre cette pandémie et parler d'autres questions qui concernent aussi la zone CEMAC parce que, et la CAC aussi parce que cette pandémie a aussi des conséquences sur le plan économique et social. Et ce n'est pas seulement un seul pays, mais je crois que c'est l'ensemble de nos pays que nous devrions développer des stratégies, voir comment on peut ensemble régler ce problème, parce que c'est une question de solidarité également.
À propos de la pandémie de coronavirus Covid-19 qui frappe de plein fouet le monde, le chef de l'État centrafricain a souligné que son pays a enregistré actuellement 16 cas de personnes contaminées par le virus. Et des mesures barrières ont été mises en place pour lutter contre cette pandémie. La République centrafricaine aussi, à l'instar des autres pays, subit ce fléau de pandémie. Nous sommes aujourd'hui à 16 cas déclarés et sur lesquels nous travaillons. On a pris aussi les mêmes mesures en fonction de la situation de la République centrafricaine. Vous savez que nous sommes un pays enclavé et donc on a aussi des gens contaminés qui viennent de l'extérieur. Et donc les mesures que nous prenons, c'est à l'instar des autres pays, nous avons développé une stratégie en mettant en place des comités de crise pour évaluer la situation et au vu de ce qui se passe dans d'autres pays, au vu des mesures aussi, en fonction des réalités, nous prenons aussi des mesures pour protéger la population centrafricaine. À l'issue de la visite, le président Faustin-Archange Touadéra a exprimé au président Denis Sassou Nguesso, au gouvernement et au peuple congolais ses remerciements pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité qui lui ont été réservés, ainsi qu'à la délégation qui l'accompagnait. Enfin, il a renouvelé au président Denis Sassou Nguesso l'invitation à effectuer une visite officielle en RCA. Le président Denis Sassou Nguesso a accepté cette aimable invitation dont la date sera fixée de commun accord par voie diplomatique. La pandémie du coronavirus Covid-19 a fortement ébranlé l'économie mondiale. Le Congo, qui fait partie du concert des nations, n'échappe pas à cette situation de récession économique. Son budget, reposant en grande partie sur les recettes fiscalo-douanières et pétrolières, mérite de connaître des modifications en profondeur. D'où le projet de loi de finances 2020 rectificative inscrit à l'ordre du jour de cette réunion placée sous la très haute autorité du président de la République, Denis Sassou Nguesso. Le deuxième texte examiné ce 22 avril concerne le projet de loi autorisant le gouvernement à légiférer par ordonnance. Ce, conformément à l'article 158 de la Constitution du 25 octobre 2015. En effet, après l'adoption par les deux chambres du Parlement de la loi numéro 15/2020 du 20 avril 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire en République du Congo, dans la foulée, le président de la République a signé le décret numéro 2020/118 du 20 avril 2020 portant prorogation de l'état d'urgence sanitaire en République du Congo. L'article 158 de la Constitution du 25 octobre 2015 prévoit que le gouvernement peut, pour exécuter son programme, demander au Parlement de voter une loi l'autorisant à prendre par ordonnance, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi. Cette autorisation est accordée à la majorité simple des membres du Parlement. La demande indique la matière dans laquelle le gouvernement souhaite que les ordonnances soient prises. Rappelons que l'ordonnance numéro 62/8 du 28 juillet 1962 fixait déjà les conditions de mise en place de l'état d'urgence et de l'état de siège au Congo. En ce sens que l'article 1er de ce texte stipule que lorsque les circonstances l'exigent, le maintien de l'ordre public en République du Congo pourra être assuré par les mesures prévues soit par l'état d'urgence, soit par l'état de siège. Entrons à présent dans le détail des affaires examinées lors du Conseil des ministres de ce jour, mercredi 22 avril 2020. Ministère des Finances et du Budget. Le ministre Ngatsé a indiqué que le projet de loi des finances rectificative repose sur les hypothèses ci-après. Une production pétrolière évaluée à 123 millions de barils contre 140 millions de barils pour le budget initial. Un prix du baril fixé à 25 $ américains au lieu de 55 $ américains dans le budget initial. Un taux de change d'1 $ américain pour 590 francs CFA. Une baisse de l'activité économique hors pétrole évaluée à environ 60%, et ce, pour une durée de crise estimée, à la date où nous nous exprimons, entre 3 et 7 mois. Un taux de croissance évalué à moins 9%, contre une projection de plus 1,2% dans le budget initial, et ce, sur la base des projections établies à l'époque par le Comité national de cadrage macroéconomique. Conformément aux orientations du président de la République, lors d'un conseil des ministres du mars, il avait été instruit au ministère des Finances de préparer un collectif budgétaire pour tenir compte en fait des prescriptions de l'article 58 de la loi organique portant loi de finances dans notre pays. Cet article 58 dit que lorsque l'équilibre
du budget initial tel que prévu, voté par le Parlement, est rompu du fait d'événements postérieurs qui modifient soit les recettes, soit les dépenses de manière significative. Donc le gouvernement doit proposer au Parlement une loi de finances rectificative. Effectivement, les conditions nouvelles liées à la crise du coronavirus, notamment ses conséquences économiques sur l'activité économique, sur le marché pétrolier qui ont conduit à l'effondrement des cours du pétrole, ont emmené donc le gouvernement à constater qu'il n'avait plus les moyens, notamment les ressources nécessaires pour exécuter la loi de finances initiale votée par le Parlement en fin 2019. C'est cette loi que nous avons préparée depuis début mars qui est arrivée à son élaboration complète et donc qui a été présentée en Conseil des ministres et adoptée par le Conseil des ministres. Reprenant la parole, le ministre Ngatse a précisé que les dépenses courantes vont, pour leur part, globalement connaître un ajustement à la baisse de 79 milliards, et ce, du fait du recul des transferts et des dépenses de biens et services, compte tenu du contexte actuel, ayant conduit à la mise en place d'un service minimum dans plusieurs administrations publiques, à l'exception notamment des services de santé et de sécurité publique. La situation globale des dépenses budgétaires se présente comme suit. Une baisse des charges financières de la dette de 4,4%, soit une actualisation du service de moins 4,662 milliards de francs CFA. Une baisse des dépenses de personnel de 1,3%, soit une baisse de 5 milliards. Une baisse des biens et services de 6,8%, soit une baisse de 13,140 milliards. Une baisse des transferts de 11,2%, soit une baisse de 58 milliards, en raison du repli des transferts pétroliers, moins 67 milliards, et de l'ensemble des autres institutions, moins 16 milliards. Le collectif budgétaire qui est adopté par le Conseil des ministres sous forme d'un projet de loi déposé au Parlement comporte en gros 3 priorités. Premièrement, c'est formaliser la réponse du gouvernement sur la nécessité de conjurer les effets de la crise liée au coronavirus, donc qui est d'abord dans un premier temps une crise sanitaire, qui se transforme en une crise sociale parce que derrière, de nombreux Congolais ont perdu leur emploi ou n'ont plus d'activité du tout parce que du fait des mesures de confinement, l'activité économique est quasiment à l'arrêt, mais aussi de faire face aux dépenses urgentes en matière de santé, parce que la crise est d'abord une crise sanitaire, et aussi derrière, prendre des mesures économiques pour faire face aux conséquences économiques pour les entreprises et pour l'État lui-même, à des difficultés à collecter les recettes, des difficultés à faire fonctionner l'activité économique. Donc, principalement en termes de mesures sociales, de mesures sanitaires. Donc, vous aviez vu que tout au long du mois de mars et début du mois d'avril, le gouvernement s'est réuni continuellement et a pris beaucoup de décisions qui impactent lourdement les charges de l'État. Donc, le collectif budgétaire a formalisé cela d'abord sous la forme, pour ce qui est des mesures urgentes en matière de coronavirus, sous la forme du fonds Covid, qui est doté de 25 milliards, mais aussi du fonds de solidarité, qui, lui, va plus loin que le fonds Covid, qui est un fonds qui, en fait, doit permettre au gouvernement de faire face aux dépenses urgentes de santé, notamment achat des équipements de base, des réactifs, des médicaments, la prise en charge des malades, les dépenses urgentes de fonctionnement du système sanitaire. Ce fonds-là, lui, il est doté de 25 milliards. Mais au-delà de ça, il y a à faire face aux difficultés économiques créées par la crise elle-même, à savoir toutes les pertes d'emplois qu'il y a, à savoir tous nos artisans, commerçants qui se retrouvent à la rue, à savoir relancer l'activité économique, à savoir soutenir les couches défavorisées, à savoir aider les entreprises de manière générale. Donc le volet du fonds de solidarité, lui, il est plus important. Et donc ce fonds est doté de 100 milliards au moins, selon d'ailleurs la décision de son Excellence, Monsieur le Président de la République,
lors de son adresse à la population lorsqu'il déclarait en même temps l'état d'urgence. Ça, c'est les ressources nouvelles qui ont été créées et adoptées par le Conseil des ministres. Les dépenses budgétaires se traduisent par une augmentation de 91 milliards, initialement établie à 1579 milliards, pour se situer à présent à 1670 milliards de francs CFA, principalement du fait de la hausse des dépenses d'investissement affectées à la nécessaire mise à niveau des infrastructures sanitaires et socio-économiques, hôpitaux généraux et certains centres de santé intégrés situés à l'intérieur du pays. Il y a d'autres volets. Il y a notamment un volet investissement qui est très important, à savoir la remise en état de nos infrastructures de santé, notamment les centres de santé, les hôpitaux généraux. On va tenter, tant que faire se peut, d'essayer de finir au moins 2 hôpitaux généraux sur les 12 hôpitaux qui avaient été, dont les travaux avaient commencé il y a quelques années. Il y a aussi des travaux, les centres de santé intégrés, mais aussi les hôpitaux tels que les hôpitaux régionaux, comme l'hôpital de Talangaï, l'hôpital de Bakongo, à Pointe-Noire, vous avez les hôpitaux de Tchétché, ainsi de suite. C'est un lourd investissement que veut engager l'État pour mettre à niveau notre système de santé, pour faire face non seulement à cette crise, mais aussi aux crises à venir, parce que malheureusement, nous rentrons dans un cycle de crise dans le domaine sanitaire qui font que nous devons nous préparer. C'est cette réponse-là qui, dans le budget, a été dotée d'une ressource d'environ 120 milliards. Mais au-delà de ça, il y a aussi d'autres urgences liées notamment aux travaux urgents dans nos principales villes, à savoir Pointe-Noire et Brazzaville. Donc, des ressources nouvelles ont été dotées pour l'entretien routier, des travaux obligatoires à faire pour permettre la circulation entre Brazzaville et Ouesso, ainsi de suite. Ludovic Ngatse, le ministre délégué auprès du ministre des Finances et du Budget, à qui incombe désormais la responsabilité de centraliser la collecte des donations des citoyens, des entreprises et de l'État, a aussi déclaré que toutes ces entrées seront reversées à la Banque de l'État, qu'est le Trésor public. Dans l'adresse du chef de l'État, il avait été bien indiqué que les fonds qui sont créés seront dotés d'abord par les ressources propres de l'État, mais aussi par un appel à des donations de citoyens, d'entreprises, d'institutions, pour que les seules ressources de l'État, qui sont malheureusement limitées, ne soient pas seules à être engagées. Effectivement, depuis environ 3 semaines, nous avons constaté un grand élan de solidarité de toutes les institutions de l'État, à savoir la présidence de la République, le gouvernement, le Parlement, ainsi de suite, et des entreprises installées au Congo que nous devons vraiment féliciter, qui ont fait œuvre de dons importants pour abonder ces 2 fonds. Le Premier ministre a fait le point de toutes ces donations, où il indiquait clairement que nous avons reçu 2,399 milliards de dons, d'accord, dont environ la moitié pour le fonds Covid et l'autre moitié pour le fonds de solidarité. Donc ces fonds sont gérés en respect des règles de comptabilité publique de l'État, c'est-à-dire que ces fonds seront centralisés dans des comptes spécifiques, notamment ce qu'on appelle des comptes spéciaux du Trésor, et décaissés en respectant les règles habituelles de passation des marchés et de décaissement suivant la loi de finances en vigueur. Donc, sur les ressources, nous remercions tous les donateurs et incitons ceux qui recherchent encore les ressources nécessaires à venir à ce rendez-vous national à venir, parce qu'il y aura la garantie sur d'abord la collecte, l'exhaustivité de la collecte, et demain les dépenses sur la base de ces 2 fonds, notamment sur les collectes de donations. Nous nous engageons à donner les informations précises sur les montants collectés, ainsi que donnerons, le moment venu, pour les grands donateurs, tout ce qu'ils ont pu collecter dans notre site, d'abord au ministère des Finances. Je signale que dans l'allocution du Premier ministre, chef du gouvernement, il avait été clairement indiqué que c'est désormais le ministère des Finances et donc le ministre délégué qui représente le ministre des Finances aujourd'hui, désormais centraliser la collecte et reverser cet argent au Trésor comme cela se fait depuis le début. Donc il n'y a aucune inquiétude à avoir sur la collecte et le dépôt au Trésor. Il faut savoir que le Trésor est la banque de l'État. Donc
tout ce qui est déposé au Trésor est forcément dépensé en respect des règles des décaissements de l'État. Et ces règles sont connues et elles sont claires. Nous faisons de notre mieux pour que cela soit toujours le cas, et notamment, principalement, en ce qui concerne ce fonds, que le président de la République suit lui-même, aussi bien en termes de collecte qu'en termes de décaissement. Projet de loi habilitant le gouvernement à édicter par ordonnance des mesures relevant du domaine de la loi dans le cadre de la lutte contre la pandémie de coronavirus Covid-19. Invité à son tour par le président de la République à prendre la parole, M. Aimé-Ange Wilfried Bininga, ministre de la Justice et des Droits humains et de la promotion des peuples autochtones, a rappelé que la pandémie de coronavirus Covid-19 est une catastrophe, entraînant une menace réelle et imminente pour les personnes, les biens, l'environnement et les infrastructures. En vue d'une riposte prompte et efficace, le recours à certains mécanismes prévus par la Constitution, comme la loi d'habilitation, apparaît indispensable. Depuis que nous sommes en crise, depuis que le gouvernement de la République, sous l'autorité du chef de l'État, gère cette crise, progressivement nous sommes en train de prendre des mesures pour encadrer par le droit l'ensemble donc des dispositions qui nous permettent aujourd'hui de faire face à la pandémie du coronavirus. Aujourd'hui, le gouvernement a cru utile, vu la situation particulière dans laquelle nous nous trouvons, de solliciter donc que le Parlement autorise le président de la République à prendre par ordonnance des mesures qui en temps normal relèvent de la compétence du Parlement. C'est une procédure qui est consacrée par l'article 158 de notre Constitution, et cet article, justement, donne pouvoir au Parlement, lorsque l'on arrive devant une situation telle que le Parlement ne peut se réunir pour siéger, telle que dans l'urgence, le gouvernement doit prendre certaines dispositions, certaines mesures pour assurer la protection des personnes et des biens, eh bien, le Parlement habilite le président de la République à prendre des mesures par ordonnance. Il s'agit donc d'une loi d'habilitation. Et cette loi d'habilitation encadre par des délais précis la période au cours de laquelle le président de la République pourra donc prendre ce genre de mesures. Et en l'espèce, le gouvernement a sollicité du Parlement 3 mois pour prendre donc un certain nombre de mesures qui devront concourir à la gestion donc de la crise du coronavirus et de ses conséquences. Projet de loi déterminant les conditions de mise en œuvre de l'état d'urgence et de l'état de siège en République du Congo. Poursuivant son propos, le ministre Bininga a indiqué aux membres du Conseil des ministres que le projet de loi soumis à leur examen a pour objet de déterminer les conditions générales de mise en œuvre de l'état d'urgence et de l'état de siège, conformément à l'article 157, alinéa 5 de la Constitution. Il permet également d'adapter les dispositions de l'ordonnance numéro 62-8 du 28 juillet 1962 sur l'état d'urgence et l'état de siège aux prescriptions de la Constitution actuelle. Tout ce que le gouvernement est en train de faire depuis que nous sommes en train de gérer cette pandémie du coronavirus se passe strictement dans le respect de la loi. Nous avons au sommet de la pyramide la Constitution, qui organise toute la question relative à l'état d'urgence à partir de son article 157. Et l'état d'urgence, comme l'état de siège, sont organisés par une loi de 1962, la loi 62-8 du 28 juillet 1962, sur l'état d'urgence et l'état de siège au Congo, qui détermine donc les conditions dans lesquelles l'état d'urgence est mis en œuvre, quels sont les pouvoirs dont dispose le gouvernement pour gérer l'état d'urgence, quelles sont les mesures que le gouvernement peut prendre. Et vous voyez bien à l'intérieur de cette loi que tout ce que le gouvernement a prescrit jusque-là comme mesure sont effectivement édictés par notre cadre juridique. Le couvre-feu, la fermeture des frontières, la limitation des mouvements des personnes en dehors de leur domicile, la fermeture des établissements, toutes ces matières sont régies par la loi de 1962. Et aujourd'hui, à la suite donc de cette loi d'habilitation, le gouvernement également a pris une autre loi
qui nous permet de mettre à échelle la loi de 1962 pour l'adapter définitivement au cadre juridique créé par la Constitution de 2015 qui consacre donc notre entrée dans la nouvelle République et à partir de laquelle donc l'état d'urgence, l'état de siège ont été reconduits comme mesures exceptionnelles qui permettent au gouvernement et partant au président de la République donc de prendre un ensemble de mesures pour gérer des situations de catastrophes naturelles ou de troubles à l'ordre public. Siège de la primature ce lundi 20 avril 2020 dans la matinée, le ministre d'État, directeur du cabinet du chef de l'État, Florent Tiba, arrive pour apporter la contribution de la présidence de la République au Fonds national de solidarité. Un fonds initié par le président de la République, Denis Sassou Nguesso, pour soutenir les entreprises et autres personnes vulnérables en cette période de lutte contre le coronavirus, une pandémie qui tue de milliers de personnes dans le monde et met à mal les économies des États. La cérémonie se déroule en présence de quelques membres du gouvernement et du cabinet du chef de l'État. Le ministre d'État, directeur du cabinet du président de la République, Florent Tiba, remet ainsi le chèque symbolique d'un montant de 150 millions de francs CFA, chèque reçu par le Premier ministre, chef du gouvernement Clément Mwamba, président de la Task Force. Le président de la République, pour son fonctionnement quotidien, dispose de structures administratives et sécuritaires gérées par des personnels agissant sous sa haute autorité. Sur ces instructions, il a été décidé d'une contribution par ces personnels d'une mensualité de leurs émoluments, au moins partiellement. Entendu là-dedans aussi les émoluments du chef de l'État. Et la sagesse populaire, généralement chez nous, enseigne que la civette, même au top de son embonpoint, ne frôlera jamais la taille d'un éléphant, même à la diète. Je voulais par là dire que, en plus de ces émoluments, le président a fait un apport de sa contribution en tant qu'individualité, en tant que citoyen Denis Sassou Nguesso. Et c'est tout ça qui est comptabilisé dans les 150 millions de la présidence de la République. Abonder le Fonds national de solidarité est une nécessité pour les institutions, les administrations publiques, les entreprises privées et les personnalités diverses, car la lutte contre le Covid-19 est un combat à l'échelle nationale et la présidence de la République a joué sa partition.